de la République de France, Monsieur le délégué général de Wallonie-Bruxelles, Monsieur le représentant de Wetlands International et Madame la coordinatrice d'Eclosio. Je dois dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, de voir enfin ce festival Mangal dont on entend parler au sein du projet depuis longtemps, enfin se concrétiser, et de voir beaucoup de visages qui me sont familiers, que j'aurais croisés au long de réunions, au long de missions de terrain, au cours de ces 4 dernières années. Je suis revenu à UICN en janvier 2019, le projet a été signé en juillet 2019. J'ai mis une toute petite contribution, une dernière patte à la rédaction de ce projet. Et ce projet, je l'ai vu fleurir, c'était un document, et le document est devenu un véritable projet. Et donc, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu fleurir, et maintenant on arrive malheureusement au terme du projet qui va se terminer en juin 2024. Et c'est le point d'orgue. Je pense que ce festival, c'est véritablement le point d'orgue du projet, qui rassemble justement tous ces partenaires qui ont travaillé sans savoir à un objectif commun, qui est la conservation de la mangrove dans les 9 pays. C'est un projet compliqué, justement, ça a déjà été mentionné, c'est un projet qui intervient dans 9 pays. Au départ, il y avait 2 partenaires qui sont devenus 5 partenaires. C'est un projet qui a attribué 48 subventions à des ONG locales dans les 9 pays. C'est un projet qui a fait beaucoup d'activités de sensibilisation, qui a donné des moyens aux communautés de développer des activités génératrices de revenus, qui a permis le renforcement des AMP, le renforcement de la surveillance, qui a permis des visites d'échange. Je ne vais pas vous faire une énumération ici de toutes les activités du projet, tant c'est un projet qui est riche, c'est un projet d'une certaine envergure, effectivement, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc au-delà des activités structurantes telles que des politiques, des documents, les plateformes, il y a des plateformes qui ont été mises en place dans des pays, des plateformes pour améliorer la gestion de la mangrove au niveau de certains pays, qui sont véritablement des activités structurantes. C'est des remarques au-delà lors de discussions avec des partenaires qui sont toujours très satisfaisantes. Hier, j'étais dans la voiture avec mon collègue et ami Chertidian de l'UMOA, et il me dit qu'en fait, souvent, il croise des représentants d'aires marines protégées du Togo et du Bénin qui ont participé à une visite d'échange qui a été faite ici au Sénégal, à Joal. Et à chaque fois que Chertidian croise les partenaires togolais ou béninois, ils leur disent le bienfait, tout ce qu'ils ont pu apprendre au cours de ces visites d'échange. Ce genre de choses, c'est quelque chose de très gratifiant. C'est des activités très simples. Organiser une visite d'échange, c'est simple, mais ça a des bénéfices énormes. Ou alors, quand j'apprends aussi, par exemple, que des activités d'apiculture ont réussi à détourner une partie de la population de l'utilisation de la mangrove. C'est ce genre de témoignage qui fait plaisir et qui donne aussi un au travail que l'on fait. Ou encore, une meilleure surveillance d'une aire marine protégée au Bénin qui permet de limiter aussi l'utilisation des ressources naturelles. Donc voilà, nous sommes beaucoup d'intervenants, donc je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais simplement pour répéter véritablement mon plaisir d'être ici, de voir toutes ces personnes que j'ai croisées au long de ces 4 dernières années, et je nous souhaite à tous un très bon festival. Merci. Merci. Représentant de WIACO, Wetlands International Afrique, Eclosio, collectif des 5 deltas, Monsieur les représentants des ministères de l'Environnement de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria, du Ghana, du Togo et du Bénin. Monsieur les directeurs nationaux, Monsieur les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs à vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle
cette première édition du festival Mangal de Toubacouta. Fêtons la mangrove, ou vivons la mangrove. Je voudrais, au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, M. Alioune Ndoye, saluer et magnifier la présence de tout un chacun à cette importante rencontre, pour ne pas dire cet événement à dimension internationale qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, par la même occasion, marquer toute notre reconnaissance à l'endroit de l'UICN et de son partenaire, Wetland International Afrique, pour leur franche collaboration avec les différents services du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et l'appui considérable accordé ces dernières années à travers le programme PAP-Bio C1 Mangrove, gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin, de l'Union européenne, qui a hautement contribué au renforcement de la conservation de ces magnifiques écosystèmes de mangrove au profit des communautés riveraines. Distingués invités, chers participants, l'importance des écosystèmes de mangrove n'est plus à démontrer, notamment de par les nombreux biens et services écosystémiques procurés au profit des communautés locales. Ils fournissent d'importantes ressources, fortement sollicitées par les populations riveraines. Une estimation économique de la contribution des mangroves du delta du Saloum au développement local montre que celle-ci pourrait atteindre 964 milliards de francs CFA, soit 1,5 milliard d'euros sur une période de 10 ans. Cependant, du fait de cette forte sollicitation, les mangroves sont sous plusieurs menaces, dont les plus sérieuses sont la forte pression sur la ressource, l'exploitation incontrôlée du bois pour la satisfaction des besoins en énergie domestique, l'érosion des berges, des cours d'eau et l'urbanisation galopante avec le développement d'infrastructures côtières et même que les changements climatiques avec son lot de sécheresse. Les options d'adaptation préconisées afin de réduire ces vulnérabilités et préserver la mangrove sont entre autres la restauration et la conservation des écosystèmes à travers une approche écologique communautaire par le maintien du capital naturel en vue d'une résilience climatique durable. Chers invités, c'est justement dans ce cadre que s'inscrit le programme PAP-Bio qui est venu à son heure. Il a permis d'avoir des résultats satisfaisants en matière de restauration et de conservation de ces écosystèmes mangroviens, à travers l'accompagnement à l'érection d'importantes zones en aire protégée, mais aussi la planification, l'aménagement, de même que la gestion de ces sites. On peut citer à ce titre l'appui à l'élaboration de la stratégie nationale de gestion des écosystèmes de mangrove du Sénégal en 2022. Une première du genre au Sénégal. C'est la première fois que le Sénégal se dote d'une stratégie de gestion des écosystèmes de mangrove, mais aussi la deuxième du genre en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est le deuxième pays à se doter d'une stratégie nationale de gestion des écosystèmes de mangrove après le Bénin en 2020. Ainsi, à travers ces nombreuses actions en faveur de la préservation de la biodiversité, PAP-Bio aura contribué, aussi minime soit-elle, à l'atteinte par le Sénégal des objectifs du nouveau cadre mondial sur la biodiversité de Kunming-Montréal de 2022, axé sur la santé des écosystèmes et des espèces, l'utilisation durable de la biodiversité, le partage juste et équitable des avantages et des retombées socio-économiques, ainsi que le financement pour combler le déficit de financement. Au Sénégal, Monsieur le représentant de la directrice régionale de l'UICN PACO, chef de file des opérateurs qui interviennent dans le projet de gestion de forêt de mangrove du Sénégal au Bénin, Mesdames, Messieurs, chers participants en vos rangs, grades et titres respectifs, chers invités.
Je voudrais, à l'entente de mon propos, au nom du président de la commission de l'UEMOA, l'UEMOA c'est Union économique et monétaire ouest-africaine, M. Ablaye Diop, et au nom de son homologue président de la commission de la CEDEAO, des commissaires en charge de l'environnement des deux institutions d'intégration, vous remercier encore pour nous avoir associés à cet événement qui est extrêmement important. Et également remercier aussi tous les participants qui sont présents parmi nous, qui sont extrêmement nombreux et qui sont venus d'horizons divers. Ceci témoigne à suffisance l'importance que nous accordons tous, en tout cas à cet écosystème qui est particulier et qui, en tout cas, fournit beaucoup de biens et de services écosystémiques, comme ça a été rappelé tantôt par les prédécesseurs. Je voulais aussi rappeler que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du grand programme régional qu'on appelle PAPIO, que vous voyez derrière moi, qui est donc un programme d'appui à la préservation de la biodiversité, des écosystèmes fragiles, de la gouvernance environnementale et du changement climatique en Afrique de l'Ouest, que nous appelons communément PAPIO, donc qui est un programme régional, donc appuyé par l'Union européenne et porté par les deux organisations d'intégration que sont les commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et nous, UEMOA, nous sommes chefs de file au titre de la CEDEAO, mais également des 16 États d'Afrique de l'Ouest. Je parle de 16 parce qu'il y a les 15 qui appartiennent à la CEDEAO, mais la Mauritanie également est prise en compte dans la mise en œuvre de ce programme, puisque pour la bonne et simple raison que nous sommes dans une logique des biens naturels partagés et qui connaît un peu l'histoire en termes de coopération entre les différents États dans le cadre de la gestion durable des ressources naturelles de manière générale et de la mangrove en particulier. Donc très tôt, les deux organisations ont donc préféré, enfin, pris le soin d'élargir le champ d'intervention, aussi bien sur le terrain qu'en termes de gouvernance environnementale régionale. Donc c'est à ce titre que la commission de l'UEMOA, donc comme je l'ai dit, en sa qualité de chef de file, et avec l'Union européenne qui est le principal partenaire financier, déjà à l'identification et à la formulation du programme PAPIO, l'UICN fait partie des rares opérateurs identifiés déjà à ce stade. Pourquoi UICN? Puisque ça a été rappelé tout à l'heure et nous le faisons au passage par rapport au 75e anniversaire, dans l'espoir que nous serons là l'année prochaine pour le 76e, peut-être jusqu'au 5e. Amin. L'UICN est une organisation partenaire qui accompagne la région depuis fort longtemps. Si je prenais le cas de la commission de l'UEMOA, qui est créée en 1994, déjà le premier accord de partenariat avec l'UICN date de 1998. Donc imaginez une organisation régionale avec toutes ces lourdeurs de mise en place. Mais très tôt, nous avons compris encore l'importance de l'environnement et des ressources naturelles dans nos économies au niveau national, local et régional. Et donc tantôt nous avons compris qu'il faut un partenaire stratégique donc, qui s'y connaît en la matière. C'est pourquoi l'UICN a été donc ciblé très tôt. Et chemin faisant, même dans le cadre de l'élaboration et de nos politiques et de nos stratégies régionales en matière de gestion durable des ressources naturelles, l'UICN est toujours au premier plan en tant qu'acteur privilégié. Donc, le festival s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'action du projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin. C'est une action parmi 6 ou 7 autres qui composent le programme PAPIO au niveau de sa composante 1. Et donc, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un programme régional et qui dit programme régional cible des écosystèmes transfrontaliers. Donc, à l'instar de forêt de mangrove, vous avez d'autres actions qui concernent les écosystèmes transfrontaliers, mais au niveau des savanes et au niveau des déserts, du désert. Et aussi, on a un pendant de ce même programme qui ne concerne que les écosystèmes forestiers d'Afrique de l'Ouest, de la Guinée jusqu'au Nigeria. Donc, c'est tout cet ensemble que les deux organisations, donc avec l'appui de l'Union européenne, ont convenu d'accompagner les États membres et la Mauritanie, en tout cas, à l'accompagner dans la mise en œuvre de nos politiques nationales dans le cadre de la gestion durable de la biodiversité et des aires protégées, mais également face à des engagements internationaux au titre des différentes conventions.
Donc, c'est lié également vraiment de saluer les efforts des résultats extrêmement importants donc engendrés dans le cadre de la mise en œuvre de cette action en lien avec la gestion de la mangrove. Même si au départ on a connu quelques difficultés, et c'est normal puisque le montage est très très complexe. Donc au début ça n'allait pas du tout, mais chemin faisant, lorsque donc les bases ont été bien mises en place, en tout cas les résultats s'en ont suivi. Et pour preuve, je ne parle pas du Sénégal, de la Gambie, des Guinées qui ont l'habitude de gérer ce programme complexe. Mais récemment, nous étions au Togo et au Ghana pour visiter les réalisations. Ces deux pays sont transfrontaliers, donc même pas 5 km qui les séparent. Mais si vous regardez l'état de la mangrove dans ces deux États, c'est là où vous palpez l'effort vraiment déployé par les communautés locales avec l'appui de l'UICN et tous les opérateurs qui ont permis aujourd'hui, pour le cas du Togo, de restaurer une bonne centaine de milliers d'hectares de mangroves, alors qu'au niveau du Ghana, c'est pratiquement l'inverse qu'on a là, parce que là-bas le potentiel il est extrêmement important, c'est des forêts très denses de mangroves, donc on a l'impression que c'est une ressource infinie, inépuisable, et puis il n'y a même pas de loi pour la gestion durable de ces mangroves. Mais compte tenu de l'exploitation qui en était faite et des surfaces qui sont en train d'être perdues, je crois que les autorités nous ont confié qu'ils ne tarderont pas en tout cas à réglementer cela pour ne pas connaître la situation qui est vécue au niveau du Togo qui est le voisin. J'insiste sur le cas du Togo puisque aussi tout à l'heure le représentant du Sénat a parlé des champs d'expérience. Parce que pour ces pays, que ce soit le Togo ou le Bénin, et peut-être même la Côte d'Ivoire tout récemment, surtout dans le cadre de la gestion des aires marines protégées, ces pays sont à leur première expérience. Et comme ils ont entendu ça et là qu'il y a des expériences qui ont donné de très bons résultats dans d'autres pays, à l'occasion de forums de cette nature, donc certains en ont profité pour visiter l'AMP de Joal. Et ça a fait tilt au niveau de leur esprit, au point que toute la conception qu'ils étaient en train de faire dans les bureaux avec des experts, parce que là, ils l'ont mis de côté pour aller vraiment dans le cadre très concret.